Clémence Guettet qui nous attend en direct de l'Assemblée, députée de la France Insoumise. Bonsoir, merci d'être avec nous sur France Info. Est-ce que vous vous réjouissez ce soir, Clémence Guettet, de cette annonce donc du renoncement à une augmentation de la taxe sur l'électricité, une mesure en faveur du pouvoir d'achat des Français? C'est totalement insuffisant et par ailleurs c'est une arnaque et il faut vraiment être un mauvais décrypteur du mécanisme de hausse de l'électricité pour ne pas avoir compris que cette annonce est une arnaque totale, parce qu'en réalité ça va quand même être une hausse. On revient juste à une situation antérieure au bouclier qui a été mis sur les prix de l'électricité. Donc vraiment c'est une mesurette et c'est se moquer des gens, mais de la même façon que l'indexation des retraites sur l'inflation est là aussi une demi-mesure. L'inflation est telle dans notre pays que les gens vont continuer du pouvoir d'achat. Donc non, il n'y a pas de quoi se réjouir. Par ailleurs, c'était pas le seul élément ennuyeux dans le budget Barnier. Je rappelle que c'est 60 milliards de coupes austéritaires qui sont prévues dans ce budget sur le ministère de la Transition écologique, le fonds vert pour les collectivités locales, 4000 postes de professeurs en moins dans le pays. Donc je vous assure qu'il reste du travail. Et ce qui est malheureux, c'est que ce travail, avec les députés France Insoumise et du Nouveau Front Populaire, on l'avait fait et on avait trouvé 75 milliards de recettes supplémentaires. Malheureusement, on va, comme d'habitude, se prendre un 49-3 de la part de ce gouvernement, mais qui est en train de vivre ces derniers jours. Et là, on voit un effet du désespoir, c'est-à-dire qu'ils sont en déroute et ils sont en train d'essayer de dealer avec l'extrême droite de façon honteuse. Je pense à la réduction du panier de soins sur l'aide médicale d'État, qui est un scandale absolu. Les gens, quand ils arrivent dans notre pays, ont besoin d'être soignés. Donc voilà, Monsieur Barnier essaye de se vendre à l'extrême droite, mais ce gouvernement vit de toute façon ces derniers jours. Vous n'avez pas peur que ce soit le Rassemblement national qui bénéficie politiquement? Alors vous dites que c'est une arnaque, je n'en sais rien, mais en tout cas il devait y avoir 9% de baisse du tarif de l'électricité, il y en aura finalement 14. N'avez-vous pas peur que ce soit le Rassemblement national qui en profite politiquement et qui dise c'est grâce à notre action et pas à celle de la gauche et pas grâce à celle de la gauche? Aujourd'hui, Marine Le Pen dit que c'est une victoire. Jordan Bardella dit que c'est une victoire. Donc de toute évidence, ils ne connaissent pas le dispositif. Je le redis, il va quand même y avoir une hausse réelle pour les gens du prix de l'électricité. Vous savez ce qui aurait été une vraie victoire aujourd'hui? C'est que si les macronistes n'avaient pas fait, attendez, je termine mon propos. Si les macronistes aujourd'hui n'avaient pas fait une obstruction éhontée avec 1000 amendements sur notre abrogation de la réforme des retraites, on aurait pu dès ce matin voter l'abrogation de la réforme des retraites et passer à notre loi qui qui divisait par 2 les factures d'énergie, d'électricité pour les gens. Donc vous voyez, il pourrait y avoir des vraies victoires, mais si on laissait les parlementaires travailler au lieu de leur mettre un rouleau compresseur à longueur de temps dessus. On parlera des retraites tout à l'heure, mais pourquoi dites-vous qu'au terme du budget, s'il n'y a pas d'hausse de taxe sur l'électricité, et donc on revient à ce qu'il y avait avant le Covid, pourquoi dites-vous qu'il y aura une augmentation? C'est pas une annulation totale. Donc vous dites que les factures des Français vont quand même... C'est pas une annulation totale. Vous dites que les factures des Français vont quand même augmenter. Le prix de l'électricité... Le prix de l'électricité pour les gens va quand même augmenter. Vous verrez vos confrères, par exemple, sur BFM TV, ont modulé cette annonce du gouvernement. Mais je vous le redis, en fait, on n'est pas en train de faire un jeu de marchand, de tapis. Là. On parle d'un budget pour ce pays. Et ce qu'on constate, c'est que le budget Barnier, il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Nous, on a fait voter un budget. Les macronistes alliés à l'extrême droite l'ont rejeté. Résultat des courses, on aura un 49-3 dès la semaine prochaine et une motion de censure en réponse. Et notre pays attend un budget. On est un grand pays, on a besoin de décisions budgétaires. Pour ça, on a jusqu'au 31 décembre et donc que Barnier s'en aille et qu'il nous laisse faire. Et encore une fois, Barnier, ça pourrait être lui, ça pourrait être un autre. En réalité, Barnier, il a 47 députés à l'Assemblée nationale. Il est loin d'être majoritaire, il est totalement illégitime. Et donc à un moment donné, il va laisser sa place et ensuite c'est Macron qui va partir. Parce que c'est lui le responsable de la crise politique. Et là, vous avez une députée de la France Insoumise pour vous le dire, mais vous avez aussi d'autres gens, d'autres bords politiques. Je pense à Monsieur Copé ou à Monsieur De Courson qui l'ont dit aussi. Tout le monde arrive au même diagnostic. Le responsable de la crise, c'est lui qui a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est lui qui a refusé de reconnaître le résultat des urnes et il va devoir partir avant 2027. Ce diagnostic d'une démission d'Emmanuel Macron comme seule solution à la crise de régime, il était posé à partir d'une motion de censure qui serait votée la semaine prochaine. Est-ce que vous ne craignez pas de votre
point de vue à la France Insoumise que le Rassemblement national décide de ne pas voter cette censure-là avec vous et que le gouvernement Barnier réussisse à se maintenir? Mais vous interrogerez les responsables du Rassemblement national sur leur choix politique. Le nôtre, il est clair, il est fait. Nous avons dit que ce gouvernement était illégitime. Nous avons joué le jeu du Parlement parce que c'est bien normal, c'est notre travail. Nous avons fait des amendements, nous avons remporté des victoires. Nous avions réussi à remettre le budget de la France sous la trajectoire des 3% de déficit autorisé. Il y a de l'argent dans ce pays si on va le chercher dans les bonnes poches. Quant au Rassemblement national, il fera bien ce qu'il veut. Nous allons censurer ce gouvernement dès la semaine prochaine. Et croyez-moi, en plus, nous aurons plusieurs occasions de le faire de toute façon, puisque nous allons avoir plusieurs 49.3. Mais maintenant qu'on est sûr qu'ils vont partir, qu'ils le fassent le plus tôt possible. Ça nous laissera le temps de faire un budget de justice sociale pour ce pays. Comment vous dites vous-même le Rassemblement national fera ce qu'il voudra. D'où vous vient cette certitude qu'ils vont partir? Mais après, chacun est responsable devant ses électeurs, encore une fois. Moi, je vous le redis, nous avons été extrêmement clairs. Je sens que dans tout le pays, il y a une colère très profonde. Vous avez peut-être vu ce sondage hier qui disait que M. Barnier, pour les Français, devait partir à 53%. Quant à M. Macron, c'est 63% des Français qui attendent qu'il parte. Il n'y a pas de solution politique trouvable par M. Macron en se maintenant au pouvoir alors qu'il est devenu totalement illégitime aux yeux des Français. Et ce qu'il faut faire, comme dans n'importe quelle grande démocratie, c'est retourner aux urnes et demander aux Français ce qu'ils veulent. Et en attendant, nous faisons des propositions alternatives. Vous ne m'avez pas interrogé là-dessus, mais aujourd'hui, c'est notre journée de niche parlementaire. C'est la seule journée dans l'année où, en tant que groupe d'opposition, on peut choisir de quel sujet on débat à l'Assemblée nationale. Et on est sur une situation tout à fait éclairante sur la déroute en ce moment même de la Macronie, avec des députés qui s'humilient en proposant des amendements absolument ridicules, en nous récitant le Larousse, tellement ils n'ont pas travaillé, tellement ils n'ont pas de propositions à faire, tellement leur seul objectif, je vous laisserai pas dire ça, Monsieur Bornstein. Vous savez, la différence entre eux et nous, c'est que nous, on est dans l'opposition. Et que sur la réforme des retraites, la première fois, il y avait 15 jours de débat. Et oui, on a fait des milliers d'amendements parce qu'on voulait modifier cette réforme. On voulait évidemment l'abroger, mais on voulait aussi la modifier. Là, aujourd'hui, vous avez des amendements gaguesques qui consistent à modifier le titre en disant à quoi bon se fatiguer alors qu'on peut gagner des voix en abrogeant la réforme des retraites. C'est honteux. C'est honteux et je vais vous dire, c'est du mépris de classe. Ça ne fait rire que dans l'hémicycle. Ils sont 15, là, une petite bande, à ricaner à chaque fois qu'un de leurs copains prend la parole pour défendre un amendement ridicule. Ça ne me fait pas rire du tout parce que moi, quand je viens dans cet hémicycle, je suis chargée de la douleur et de la souffrance des gens qui l'attendent, cette abrogation de la réforme des retraites. C'est 71% des Français et je vous rappelle que c'était des millions de personnes dans la rue. Donc ça ne me fait pas rire et ils devraient vraiment arrêter cette attitude tout à fait méprisante. Par ailleurs, ça ne vous aura pas échappé aussi. En fait, ils sont en train de créer une doctrine absolument inédite. Chaque groupe parlementaire d'opposition a une journée dans l'année. Et jamais, d'habitude, le gouvernement et le bloc central qui appuie le gouvernement ne fait d'obstruction de cette manière-là. Là, ils le font pour la première fois, ce qui veut dire que les oppositions parlementaires, déjà que nous sommes bâillonnés en permanence, que nous prenons des 49.3 au lieu de pouvoir voter, les seules journées réservées où on aurait pu discuter du blocage des prix de l'électricité réellement avec une bonne PPL qui était portée par Alma Dufour ou de l'introduction de la notion de consentement dans la définition du viol, tout ça, ils passent ces sujets à l'as en faisant de l'obstruction parce qu'à minuit, pour nous, tout s'arrête. On en est où là? Il y a combien d'amendements très vite, rapidement, on en est où des amendements? Il n'y a aucune chance que ça aille au bout? Grosso modo, on est arrivé à une étape qui est intéressante quand même, c'est qu'on a pu arriver aux amendements de suppression du premier article. Le premier article, c'est ce qui dit on va abroger la réforme de la retraite à 64 ans. Il y avait toute une série d'amendements pour supprimer ça par les macronistes et on a réussi à les rejeter. Ce qui prouve, par ce vote, c'est un vote symbolique, mais ce qui prouve qu'il y a une volonté d'aller plus loin dans les débats et que notre proposition de loi a des chances d'être adoptée. C'est tout ce que les gens doivent comprendre. Et ensuite, je le dis, à 19h, nous sommes attendus pour un rassemblement populaire devant l'Assemblée nationale, aux Invalides, parce qu'il faut bien comprendre que nous venons ici charger des histoires de celles et ceux qui se sont vus voler 2 ans de vie. C'est insupportable. On a des discours complètement déconnectés qui nous disent qu'à 64 ans, on est encore en bonne forme, mais on est ravis pour les gens qui sont encore en bonne forme et qui n'ont pas des métiers trop pénibles. Ce qu'on veut épargner, c'est aux gens qui ont des métiers très durs, les femmes
femmes, tout particulièrement, qui sont précaires toute leur vie. Ce qu'on veut leur épargner, c'est cette pénibilité qui n'est pas nécessaire parce qu'on peut trouver d'autres sources de financement pour faire une autre réforme des retraites et abaisser l'âge du départ à la retraite. Clémence Guettet, Ambroise Méjean, qui est ici en plateau avec nous, a une question pour vous. Moi j'en avais deux du coup, puisque je viens de vous entendre sur les retraites. La première, c'est vous voulez abroger cette réforme des retraites. Vous savez, Clémence Guettet, qu'elle a permis à 1,8 million de petites retraites d'être revalorisées, notamment 600 000 d'entre elles au 1er septembre, majoritairement des femmes, pour 60 € par mois. Je sais que ça ne vous plaît pas de l'entendre, mais c'est la réalité aussi de cette réforme. La question c'est, est-ce que vous allez supprimer aussi ce dispositif, puisque vous avez l'air parti de vouloir supprimer cette réforme des retraites. Et la deuxième question qui date un peu d'avant dans le débat, c'est sur cette demande de démission du président de la République. Moi, j'ai un peu l'impression d'entendre le bal des aigris depuis ce matin, parce qu'entre Charles de Courson, entre Jean-Luc Mélenchon qui a perdu toutes les présidentielles depuis 2012, on se demande si la démission du président de la République, pour vous, c'est pas un peu paradoxal, parce que vous prétendez être pour le parlementarisme et vous expliquez que c'est la faute du président si le Parlement n'arrive pas à se mettre d'accord. C'est quand même assez fascinant. Et en plus, vous savez par ailleurs qu'une élection présidentielle partielle n'aurait aucun intérêt, puisque de toute façon l'Assemblée nationale doit travailler jusqu'à l'été prochain. Donc deux questions, est-ce que vous voulez tout abroger de la réforme des retraites, y compris les avancées pour les petites retraites? Et deuxième question, est-ce que vous n'êtes pas un peu dans la caricature ou dans le paradoxe quand vous dites demander la démission du président de la République alors que vous prétendez être pour le parlementarisme? Donc moi, on m'a invité pour un duplex, mais finalement, c'est un débat avec un macroniste. Mais moi aussi, je peux avoir des questions pour vous, Monsieur Méjean, c'est intéressant. Donc pour vous... Ah bah oui, Monsieur Méjean, on va en rester là. Si vous voulez bien, la première chose, c'est que notre proposition de loi, elle abroge uniquement le décalage de l'âge et, parce que nous l'assumons aussi, elle vient aussi revenir sur la réforme Touraine. Donc c'est faux de dire que ça attaquerait les carrières des femmes, les carrières des métiers les plus pénibles, les carrières longues, etc. Donc ça, c'est la première chose et vous pourrez regarder le dispositif de notre loi. Malheureusement, je crains que nous n'aurons pas l'occasion, à cause de vos chers collègues macronistes, Monsieur Méjean, d'aller jusqu'au bout de ce vote. Et c'est bien dommage. Et d'ailleurs, vous posez des questions sur le fond, c'est intéressant. Eux, je vous l'assure, ils sont en train de renommer le titre depuis 9h ce matin. Nous avons examiné une trentaine d'amendements depuis 9h ce matin. Ils ont fait une vingtaine de rappels au règlement. Ils font des interruptions de séance. Ils bordélisent l'Assemblée, comme vous aimez tant à le dire à propos de la France insoumise. Après, vous êtes évidemment là pour représenter le président Macron. Mais peut-être, comme d'autres, vous finirez par le lâcher, parce que je vous assure que nous, à l'Assemblée nationale, on assiste à une véritable déroute. Et il n'y a plus personne à l'Assemblée. Ils étaient 4 pendant le budget, les macronistes. Et vous savez qui votait à leur place? C'était les députés de l'extrême droite. Donc aujourd'hui, les rangs macronistes sont un peu plus... ils sont un petit peu moins clairsemés, en tout cas, parce que pour venir troller une niche parlementaire, celle de la France insoumise, visiblement, il y a plus de motivation que pour venir voter le budget de la nation. Mais toujours est-il que, vous savez, l'illégitimité du président, vous pourrez faire ce que vous voulez, vous pourrez trouver tous les artifices de la Ve République pour vous maintenir au pouvoir, elle est là et elle traverse le pays et vous ne vous rendez pas compte sans doute à quel point il y a une colère qui monte. Moi je croise des gens tous les jours qui sont écœurés de ce mépris, de ces méthodes, qui sont écœurés par les passages en force. Vous ne pouvez pas vous maintenir au pouvoir de manière continue comme ça en méprisant tout le monde. Donc voilà, c'est aussi une question de méthode. Vous voyez, nous ce que nous proposons, c'est de revenir aux urnes. Ça me paraît tout à fait sain en démocratie, il n'y a pas de problème à cela. Quand M. Macron nous a imposé une dissolution et donc une campagne, nous avons fait ce que nous faisons toujours. Nous sommes partis en campagne avec un programme entièrement chiffré, une coalition. Merci et nous avons beaucoup. été les seuls d'ailleurs à proposer un programme aussi solide. Merci beaucoup, Clémence Guettet. J'avais plein de questions pour Monsieur Méjean, c'est dommage. Merci. Vous venez débattre. Venez débattre en plateau. Ça sera un plaisir de refaire un débat. Fois. Merci en tout cas d'avoir accepté cette interview. Je peux pas, je siège contrairement à vos collègues. Merci.